Madame, Messieurs, bon début de semaine à vous tous qui aimez suivre ce magazine. Merci de nous suivre à travers ce nouveau numéro de votre magazine kiosque sur Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa. Vous nous suivez également sur Blue OTT, sur YouTube, www.ccTV Ralik officiel. Merci de rester fidèle à ce programme. Ce matin, les débats tournent autour de la convocation des consultations à Bujumbura, au Burundi, par le président burundais Evariste Ndayishimiye et président en exercice de l'Union africaine. Il a convoqué des consultations consacrées à la situation politique en République démocratique du Congo. Il y a des délégations, des oppositions, des églises qui sont déjà là-bas sur place. On parle de Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound, les représentants de Moïse Katumbi, de Nebole Ngetenge, les représentants de Matata Pogno, Franklin Chamala. On parle de Monseigneur Donatien Cholet, du côté de l'église du Réveil, Franklin, Eric Senga, du côté de l'église du Christ au Congo. Il y a également Ejiba Mapia qui est déjà sur place ou qui est annoncé sur place à Bujumbura. Alors, quelles sont les attentes de nos invités par rapport à ces consultations menées par le président burundais Evariste Bouchave? Qu'est-ce qu'il pense de cette démarche après plusieurs autres démarches précédentes? Est-ce que ça va arriver vraiment à rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo, à calmer les tensions politiques dans le pays qui tournent notamment sur la question du changement de la Constitution? Eh bien, vous aurez des réponses avec nos invités. Ils sont deux ce matin dans ce plateau des kiosques. Nous recevons, madame, messieurs, pour vous, Walter Kouy et Gandhi Bokabo. Merci de nous suivre. Walter Kouy, bonjour. Bonjour Madame Gisèle et bonjour à Monsieur Boka que je revois après presque 3 semaines. On était ici sur le même plateau. C'est un plaisir qu'on réfléchisse, qu'on échange sur ce qui concerne l'actualité et puis émettre des idées nécessaires ou utiles pour notre société. Merci beaucoup. Voilà, merci Walter. Gandhi Bokabo, bonjour. Bonjour à toi. Bonjour également à toute l'équipe de CCTV et particulièrement à l'émission Kiosque, sans oublier les stagiaires qui sont à nos côtés pour voir à peu près comment les choses se font. Je peux attaquer directement par rapport au biscuit, si c'est possible. Ok, allez-y. Oui, donc j'ai 2 petits biscuits. Le premier concerne la baleine qui a échoué sur nos rives à Mwanda. La baleine à Mwanda. À Mwanda. J'apprends qu'on l'aurait enterré, puisque je n'ai pas de précisions là-dessus. Si on l'a enterré, ce serait une erreur grave, dans le sens où cet animal-là vient sans protéger déjà par rapport à tout le système d'environnement. Il aurait fallu que nos spécialistes en zoologie et autres, si on n'est pas compétent, qu'on fasse appel aux spécialistes venant d'autres pays pour d'abord comprendre comment et pourquoi cette baleine a échoué sur nos rives. Était-elle malade ou alors elle s'est trompée puis elle s'est retrouvée ensablée, etc. Il fallait rechercher d'abord les raisons. On n'a pas fait. Bon. Je ne sais pas, je ne pense pas. Je n'ai pas l'information, je ne pense pas. Ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps que ça. Et quand on apprend qu'on l'a enterré, moi j'ai dit, il y a un problème. Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ce qu'est une baleine, ou ils l'ont vu dans des images, etc. Mais ça aurait été l'occasion, même si elle était morte, qu'on puisse la récupérer, l'empailler et l'exposer dans notre musée. Pour savoir, telle année, il y a eu une baleine qui a échoué sur nos rives et ça. Les enfants des écoles seraient partis pour pouvoir découvrir grandeur nature, c'est qu'une baleine. Même si c'est une baleine jeune encore, puisque on nous apprenait à l'école que une baleine, c'était l'équivalent de 30 éléphants. On voit, on se reprend sur le gigantisme de cet animal aquatique. Donc, si on l'a enterré, ce serait une erreur grave. C'est qu'on n'a pas de spécialistes, on n'a pas de scientifiques, on n'a pas de dirigeants qui puissent penser dans le bon sens pour notre pays. Donc c'était ça. Il fallait encore le garder. Il fallait le garder, l'étudier, comprendre pourquoi cette baleine a échoué, dans quelles circonstances, etc.
Deuxième petit biscuit, ça prendra 30 secondes. Il y a Walter qui veut intervenir avant le deuxième biscuit. Il veut intervenir par rapport au premier. Oui, et s'agissant de ce que vient de dire M. Boka, c'est vraiment très important. C'était pour des besoins d'études. Oui. On ne devrait pas se comporter comme à l'époque des générations spontanées. Qu'un animal meurt, on se précipite directement à l'enterrer dans la brousse. Non. La baleine, comme il a dit, c'est une espèce protégée. Et quand une baleine échoue sur une rive, dans des pays civilisés ou développés, les scientifiques se précipitent pour connaître les motifs. Est-ce que l'eau est polluée? Quels sont les mobiles qui ont poussé? On a parlé d'une baleine qui pesait 12 tonnes. Comment se fait-il qu'elle pu s'échouer sur la plage de Mwanda? Elle était malade ou pas malade? Pour ceux qui ont fréquenté l'université de Kinshasa et certains établissements d'enseignement supérieur, pour le cas de l'université de Kinshasa, quand vous arrivez à la faculté des sciences, il y a des squelettes de différentes espèces. Il y a même les squelettes d'un homme. Il y a le crâne d'un homme à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences. Il y a différents types de serpents. Ça serait aussi, c'était une opportunité, à mon avis, que l'on puisse prendre cette espèce et voir avec le concours d'autres pays. On pouvait faire appel à une expertise ou un appui technique extérieur, même de l'UNESCO ou des autres organismes qui évoluent dans ce sens pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour, disons, prendre cet animal, ce poisson, si je peux l'appeler ainsi, et le conserver ou le garder quelque part tel quel, ou dans la mesure du possible. On pourra, le moment venu, prendre le squelette, comme il a dit, une baleine, c'est pas un petit poisson. Comme vous l'avez vu transporter là, c'était plus de 12 mètres. Est-ce que nos scientifiques sont en train de réfléchir pour voir quelle peut être la prochaine étape? Est-ce qu'on n'aura même pas besoin de sauvegarder, ne fût-ce que le squelette de cette baleine une fois que le corps se sera décomposé? C'est un peu sur ça que les intellectuels, les scientifiques congolais doivent réfléchir pour voir comment entrevoir le futur de l'humanité. Parce que nous ne pouvons pas être là à subir uniquement les Occidentaux, mais c'est à nous aussi d'être proactifs et puis être capable d'apporter des solutions aux problèmes qui affectent l'humanité. Sur place, l'animal n'a pas été... Non, ils se sont attelés seulement à porter des remorques. Vous n'avez pas vu de prélèvements avec des équipements scientifiques. Ils sont arrêtés là. Si le poisson était empoisonné ou si c'était pour un problème de maladie, vous avez vu les gens touchés sur la baleine. Donc, j'estime qu'il n'y avait pas assez de dispositions, assez d'implication du personnel scientifique. Il y a aussi un sérieux problème, peut-être qui sera abordé aujourd'hui ou plus tard. On n'appuie vraiment pas les chercheurs. Ce serait une opportunité de voir la faculté des sciences de l'université de Kinshasa, les départements de microbiologie ou de la biologie s'impliquer pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les raisons et arriver à des conclusions scientifiques qui servent à l'humanité. Voilà. Écoutez, on a un ministère de la recherche scientifique. Je ne sais pas à quoi ça sert. Votre deuxième biscuit. Deuxième biscuit, je prendrai 30 secondes même moi. Il s'agit de la plainte, pour parler en termes simples, de la plainte de notre pays contre le Rwanda auprès de la CIJ, c'est la Cour internationale de justice, qui est différent de la Cour pénale internationale. Puisque la différence, c'est que la CPI, on peut déposer une requête contre un individu, pas contre un État. Tandis que la CIJ, qui est la Cour internationale de justice, là, c'est pour les États. On avait tenté à 2 reprises de déposer une requête auprès de cette institution, qui est la Cour internationale de justice. Notre dossier n'était pas recevable. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec tous les rapports, surtout les derniers rapports de la Cour, disons, de Conseil de la sécurité, des experts des Nations Unies, avec tous les éléments de ces rapports-là, et voire même les rapports, une vingtaine de rapports passés, on comprimera tout cela. Je pense que cette fois-ci, je le souhaite, que notre dossier soit recevable auprès de la CIJ, donc la Cour internationale de justice. Les gens vont se poser des questions, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attaqué Kagame auprès de la CPI? Oui, on doit l'attaquer auprès de la CPI. Aujourd'hui, on a pu surseoir cela par le fait que actuellement, il y a une enquête qui est menée ici dans notre pays pour voir à peu près, compte tenu des exactions
qu'il y a eu à l'Est, hein, quels sont les individus, présidents de la République, généraux et autres, qui sont impliqués dans cette histoire-là des exactions contre les civils. Donc voilà les deux. Donc il y a une requête à la Cour pénale internationale qu'on doit suivre très contre Kagame, la personne de Kagame. Oui. Non, l'État. C'est CIJ, Cour internationale. C'est l'État. Oui. Mais Kagame n'a pas encore fait, on attend le rapport final des enquêteurs de la CPI. Ok. Merci Gandhi Boka. Nous entrons dans notre premier sujet, le sujet principal d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est les consultations menées par le président burundais Evariste Ndayishimiye, président exercice de l'Union africaine. Walter Koyi, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? C'est consacré à la situation politique en République démocratique du Congo. Est-ce que cette fois-ci nous aurons vraiment des résultats attendus, parce qu'il y a plusieurs démarches, Doha, Washington, et le président angolais. Aujourd'hui, nous sommes au Burundi. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Personnellement, je suis peiné de voir que nous sommes l'un des rares pays de la sous-région qui connaît des guerres, mais qui a des actions ou des initiatives dispersées. Nous sommes l'un des rares pays de la sous-région qui voit sa classe politique s'infantiliser. S'infantiliser, pourquoi? Parce que au Congo-Brazzaville, ici, il y a eu la guerre, rappelez-vous, en 1997. On sait comment s'est terminée, s'est dénouée la situation sécuritaire ou la crise politico-militaire qu'il y avait. Voyez l'Angola, voyez le Rwanda et même le Burundi, l'Ouganda, partout où vous êtes passé, où tous les pays cités, vous constatez qu'il y a une certaine maturité politique qui ne pousse pas les animateurs à aller se promener à travers le monde entier, ou tout le pays du monde ou de la sous-région pour apporter des solutions à leurs problèmes. Ça me fait mal de voir que c'est maintenant le Burundi, le petit pays Burundi, qui doit assurer la facilitation ou la médiation entre différents acteurs politiques congolais qui n'arrivent pas à s'entendre. Peut-être que c'est la meilleure démarche, parce que vous parlez des petits Burundi. Il y a un adage africain qui dit « Moi, la moukia beta rambonda, bakolo pe babini ». Cet adage-là ne devrait pas nous concerner si tout le monde revient ou se rappelle de ce que Patrice Emery Lumumba avait dit. Il dit « Le Congo est grand et il nous invite à la grandeur ». Ce pays, moi, je les États-Unis, c'est un pays, je ne dis pas qu'il doit mater tous les autres pays de la sous-région, mais ça doit être un pays leader, locomotive de tous les pays de la sous-région, et même d'une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Au nom de tout ce que nous avons comme potentialité, au nom de tout ce que nous avons comme expertise, en tout et pour tout. Mais le vrai problème, c'est les gens veulent se comporter comme des enfants. Ils doivent être là autour de Ndayishimiye, que Ndayishimiye leur pose la question, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous? Mais qui est demandeur de cette rencontre? Parce que quand vous Juste là, personne ne le sait. Mais pas qui est tous nous savons que le président burundais était ici il y a pas plus de 10 jours. Pas plus de 10 jours, il était ici, il a été reçu par son homologue, notre président, le président Félix Tshisekedi. Il n'avait pas reçu pendant ces 48 heures de travail ici à Kinshasa, il n'avait pas reçu les opposants, il n'avait pas non plus changé avec les opposants. Qui est demandeur, qui est à l'initiative, ça nous ne savons pas. Peut-être dans les jours qui suivent, on le saura. Mais selon certaines indiscrétions, l'entente qu'il a avec le président Félix Tshisekedi aurait incité notre président à poser ce problème, ou aurait incité le président burundais à poser le problème au président Tshisekedi. Lui, cette fois, non pas comme président du Burundi, mais comme président de l'Union africaine, pour en quelque sorte reprendre ce que l'Angola a abandonné. Rappelez-vous, il y a quelques mois, je parlais ici de plusieurs initiatives pour le même problème. L'Angola était au four et au moulin pour ce dossier de la crise politico-sécuritaire, disons, la guerre d'agression rwandaise dans une partie de notre pays, et puis le problème politique. L'Angola était même prêt à lancer les invitations.
Et tous, vous et moi, vous avez appris par voie de presse que Kinshasa n'était pas d'accord avec le format du dialogue proposé par l'Angola, qui voulait que le dialogue se fasse à Luanda, sur invitation du président angolais, alors que notre président voulait que c'est lui qui soit à l'initiative et que ces pourparlers se fassent ici à Kinshasa. Moi, mon souhait, c'était que tous les Congolais viennent se retrouver ici, parce que si vous allez en Angola, ou en Afrique du Sud ou au Burundi, il faut toute une logistique. Il faut s'occuper de ces gens-là, les per diem et tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez comment se comportent nos acteurs politiques. L'État risque de dépenser beaucoup d'argent pour rien ou pour des individus, alors que nous savons et tous savent qu'est-ce qui est à la base de cette crise et comment arriver à apporter une solution. Aussi longtemps que nous ne serons pas capables de traiter nos problèmes entre nous, le monde entier ne va pas être là à nous observer. Le monde entier va avancer à sa manière sans attendre que le Grand Congo se relève. D'ailleurs, notre faiblesse fait que les autres profitent pour voler et venir piller nos ressources minières. On a parlé du Rwanda qui pille, mais on ne cite jamais l'Ouganda. C'est seulement les rapports des Nations Unies qui citent nommément l'Ouganda. Kinshasa, où le gouvernement, jamais, j'ai dit, jamais notre gouvernement n'a cité l'Ouganda. Alors que rien que pour l'année passée, l'Ouganda a exporté pour près de 5 milliards de dollars l'or volé ou pillé dans l'est de la République démocratique du Congo. Notre gouvernement ne le cite jamais. Il ne cite systématiquement que le Rwanda. Tout ça pourquoi nous sommes faibles. On ne peut pas suivre plusieurs chèvres à la fois. C'est pourquoi. Il faut se focaliser. Non. L'État, c'est un tout. C'est comme le corps entier. On ne doit pas dire nous traitons l'ongle, on laisse le bras, on laisse le cou ou le nez. Non. Le traitement doit être global. Et c'est comme ça que les gens qui sont appelés à gouverner le pays doivent voir les choses. On ne doit pas aller suivre, non, d'abord c'est l'Ouganda, d'abord c'est le Rwanda. Non, c'est pas comme ça. Je vous posais la question un jour ici. Et s'il arrivait que les 9 pays frontaliers nous agressaient, on dira quoi? On s'occupe d'abord d'un premier agresseur, après on va passer au deuxième. Non. Nous devons être capables de résoudre des problèmes complexes dans un environnement complexe, parce que nous sommes un pays aussi complexe. Nos acteurs politiques ou ceux qui sont aspirés ou qui prétendent gouverner le pays doivent se mettre ça dans la tête et se préparer pour être capables d'apporter des solutions qu'il faut dans des circonstances complexes, sans choisir où commencer ou ne pas commencer. Parce que, vous le savez bien, les forces de défense et de sécurité sont déployées partout à travers le pays. Elles ne sont pas seulement déployées au Kivu pour dire que on s'occupe d'abord du Rwanda, l'Ouganda viendra après. Merci Wasser. Alors, Gandhi Bokabo, nous sommes posé une question sur les demandeurs. Qui est demandeur de ces consultations au Burundi avec le président Évariste Ndayishimiye? Est-ce qu'il y a une coïncidence? Parce que c'est juste au moment où l'opposition, le C64, a lancé sa manifestation au niveau du palais de la nation, qui est du coup le président burundais le fait venir là-bas chez lui à Bujumbura. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même replacer les choses. Walter Kohl a dit quelque chose qui m'oblige à intervenir sur le dernier point qu'il a évoqué. À moins d'avoir une méconnaissance des relations internationales, à moins d'avoir une méconnaissance de l'histoire diplomatique, l'histoire des relations internationales, quand il dit qu'on a un gouvernement qui est dans l'incapacité de pouvoir s'attaquer à tout ce qui gêne le pays, notamment l'Ouganda. Tu as bien dit, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Si demain, dans l'hypothèse où notre pays est attaqué par 9 voisins, quelle force nous aurons pour pouvoir nous défendre? Si vous regardez l'histoire, ceux qui ont voulu... la force... Non. Je vous renvoie à l'histoire. Ceux qui ont voulu... On doit être prêt à toute éventualité. Non. Elles-mêmes, ceux qui ont voulu appliquer cela sur le terrain, je vous renvoie à Napoléon. Les conséquences, c'est quoi? Il avait perdu la guerre, puisqu'il voulait aller tous azimuts attaquer plusieurs pays à la fois.
Souvenez-vous de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne a voulu s'attaquer non seulement à l'Europe occidentale. Quand il a commis l'erreur d'aller attaquer l'URSS, c'était la fin de l'Allemagne. Donc, quels que soient les cas, je pense que la démarche de notre pays actuellement est logique. Puisqu'en même temps, on a des contrats, des accords avec l'Ouganda par rapport à d'autres forces négatives qui nous attaquent à l'Itourie. Malgré qu'ils attaquent. On temporise, on ne caresse pas. On temporise un peu. Mais sachez quand même, depuis un moment, nous sommes en train de contrôler cette filière de l'or de l'Est. Il y a un organe qu'on a mis en place qui commence déjà à travailler dans ce sens-là. La preuve en est que depuis que ce pays est indépendant, la première fois qu'on a des lingots d'or, on a mis dans notre trésor des lingots d'or. Chaque année, ce sera ça. Donc, on essaye de récupérer la situation en main, qu'on le veuille ou non, de manière, sur le plan, vous me direz, on doit dépendre des États-Unis. Mais cette zone-là sera confiée aux Américains dans le cadre de nos accords avec les Américains. Donc, on le veuille ou non, ces exactions, ces occupations illégales, on mettra fin d'une manière ou d'une autre. Je ne voudrais pas m'étaler sur la question, à savoir qui est demandeur. Ça importe peu. Ça coïncide avec la manifestation. Oui, on peut interpréter beaucoup de choses. On a l'opposition la plus bête, excusez-moi du terme, mais c'est gentil. Heureusement que vous vous êtes excusé. La plus bête dans le sens où ils marchent sur la tête. Comment est-ce qu'on peut marcher sur la tête? Eux, ils sont en train de marcher sur la tête. Et nos oppositions ont toujours été comme ça. Comment votre pays est en guerre, notre pays est en guerre, non, même pas en guerre puisqu'on n'est pas encore rentré en guerre officiellement contre le Rwanda, on subit l'évasion du Rwanda, de Kagame ici. Au lieu d'être comme 5 doigts de la main, de nous souder pour combattre cet ennemi, on vient encore mettre le pays, les dirigeants en difficulté. Je n'ai jamais vu ça nulle part, en Ukraine ou ailleurs. Quand le pays est attaqué, la maison est en feu, tout le monde se retrouve pour pouvoir bouter l'ennemi dehors. D'abord, nos intérêts. Regardons les Américains, qui est un bel exemple pour moi. Quand il s'agit de n'importe quoi, ils peuvent s'opposer entre les démocrates et les républicains. Quand il s'agit des intérêts ou de l'intérêt des États-Unis, ils se mettent ensemble. Se mettre ensemble, là, vous sous-entendez quoi? Ça sous-entend que... Quand eux, ils sont... La question qui divise, c'est le changement de la Constitution. Mais où est le problème? Quelle est cette constitution qu'on ne peut pas bouger? Cette constitution d'aujourd'hui, c'est une constitution qui est mise en place pour ses responsables politiques, pour se partager les bulletins. Nous n'entrons pas dans les débats de la C'est plus que vous avez instillé... Parce que je suis sur votre... ce que vous venez de dire, que non, quand le pays est en feu, on doit se mettre ensemble. Ouais. Alors je dis, qu'est-ce que vous sous-entendez par se mettre ensemble? C'est-à-dire que même de l'autre côté, on doit taire aussi cette question de révision constitutionnelle, de changement, pour avoir parlé le même langage. Nous avons eu l'histoire récente de notre indépendance. Quand il y a eu invitation des Belges, ils ont invité les Congolais, les partis politiques congolais ou le groupement des mouvements congolais, même si c'était des partis tribaux. Quand on les a invités à la table ronde, il y avait un absent de taille. Voilà pour la cause commune qui est l'indépendance. Les autres partis, si c'était des hommes politiques d'aujourd'hui, Lumumba n'aurait jamais participé à la table ronde. Mais les autres ont posé comme première condition pour l'ouverture de cette conférence des tables rondes que Lumumba, qu'on puisse le sortir de prison, qui vienne participer à la conférence. Mais si on prend les mêmes acteurs que nous avons aujourd'hui, on les remet à l'époque de 60, ils ne seraient pas d'accord que Lumumba vienne à la table ronde. Moi, j'ai dit que ce soit demandé par le président burundais, que ce soit demandé par l'opposition, ils sont tellement, je risque de répéter la même chose, ils sont désarculés dans leur façon de réfléchir. Là, je n'ai pas injurié, tu vois, ils sont désarculés, ils ne réfléchissent pas bien, en fait. Que faire? Ils cherchent le dialogue en permanence. J'ai eu à rencontrer Cholet et Fayoulou, et puis le ministre Mouyaya, lors d'une émission organisée ici par Radio France Internationale à la halle de la Gombe. J'étais même le premier intervenant. J'ai demandé à M. Cholet, Monseigneur Cholet, avec son titre, et M. Fayoulou. Des dialogues, nous en avons eu dans ce pays, plusieurs dizaines, voire vingtaines de dialogues.
Vous voulez encore aujourd'hui, il y a eu Daoudoua, il y a eu ceci, cela. Vous voulez des doublons, vous voulez des triplons, des quintuplons, au-delà. Ça pose un problème. Pourquoi faire? Alors que nous avons une possibilité, s'ils sont là pour se battre pour le pays et pour le peuple, nos populations, mais on a une voie royale que la démocratie nous donne, c'est-à-dire le référendum où on pose la question aux concernés, au peuple concerné. Pourquoi ils veulent le dialogue? Le dialogue, le peuple sera représenté par qui? Qui leur a donné la légalité ou la légitimité de parler au nom du peuple? Alors qu'on peut, sur le plan de droit, même sur le plan de la science politique, poser la question ou des questions à ce peuple-là au travers du référendum. Eh bien, on voit bien que l'importance qu'ils donnent dans leur dialogue, dans leur démarche, c'est pour qu'ils se retrouvent autour de la table, qu'ils puissent se partager le pouvoir et les avoirs du pays. Alors, vous n'avez pas répondu à la question de savoir est-ce que c'est pour calmer les opposants qui annonçaient une manifestation. Là, vous répondez en une phrase. Non, en une phrase, c'est que ça peut jouer ce rôle-là, de les calmer. Ça peut être joué sur le rôle de les distraire. Le 8, finalement, le 8, il n'y aura pas marche. Il n'y aura pas marche. Ça ira envoyer au vendredi. Entre-temps, il y a d'autres stratégies qui sortiront. On peut même voir, pendant qu'ils sont là-bas, s'ils sont en groupe, je pense qu'ils seront unanimes face au président burundais Ndayishimiye. Mais si Ndayishimiye met en place une autre stratégie pour les recevoir individuellement, ben c'est fichu pour eux. On sait comment les Congolais, si on te propose quelque chose d'alléchant, tu te désolidarises du groupe. Donc ça dépendra de la stratégie qui est mise en place par Ndayishimiye ou la stratégie qui sera la stratégie de l'opposition. Donc tout dépend de là. Mais moi, personnellement, je n'attends pas grand-chose pour ça. Donc, comme on a reculé la date de la marche, ils l'ont renvoyé, je crois, au 22. Même le 22, il n'y aura rien, puisqu'il y a une loi qui est déjà sortie, qui interdit toute manifestation pour la ville de Kinshasa. Donc, c'est comme si les jeux sont faits. Donc, je retiens de vous qu'ils sont là, on est en train de les distraire. Hein. Grande distraction, ils ne sont pas intelligents. Changer d'avis. Ils ne sont pas intelligents. Alors, Walter Kouy, c'est comme si les opposants attendaient aussi ça. Hein. L'invitation, du coup, ils renvoient leur manifestation. Ils attendaient ça. Je reviens rapidement sur ce que M. Boka disait tout à l'heure. Bokabo, Gandhi, c'est plus simple. M. Gandhi, hein? Ah ouais. M. Gandhi, voilà. M. Gandhi a parlé de Napoléon. Non, pour des raisons historiques, il faudra qu'on fixe. Napoléon a mordu la poussière ou la glace aux portes des Crimée. Ce n'est pas la frontière française. Moi, je parle des frontières congolaises qu'il faut protéger. Quand il me parle de Napoléon, c'est tout à fait à côté parce que Napoléon a perdu la guerre contre la Russie aux portes de Crimée. Ce n'était pas à la porte de Paris ou à Strasbourg, à la frontière avec l'Allemagne. S'agissant des acteurs politiques, moi je ne catégorise pas contrairement à lui. J'ai toujours dit, nous avons une même classe politique. Il n'y a pas de saints à la majorité ou au pouvoir et puis des diables à l'opposition. Ce qu'il dit ici tout à l'heure, c'est ce que disaient les kabylistes hier. Ils accusaient l'opposition qui souhaitait le dialogue de la SENCO. Ils traitaient ces opposants-là de bêtes aussi. Rappelez-vous, les opposants, tous ou la plupart, les plus en vue, se sont retrouvés agorés. Ici, il y avait UDPS, UNC, MLC, tous étaient agorés. C'était aussi des bêtes. S'agissant de la gouvernance, nous avons eu ici le PPRD, fruit de l'AFDEL, qui a renversé Mobutu, soi-disant que Mobutu était mauvais et il fallait une bonne gouvernance. On sait comment la gouvernance a été sous le PPRD et ses alliés. De 2019 jusqu'à ce jour, nous avons l'UDPS et ses alliés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de toutes les promesses de l'UDPS hier à l'opposition et aujourd'hui au pouvoir, parlant de tous les rapports de l'IGF épinglant des cas de détournement des deniers publics, parlant du président ou répétant les propos du président qui a parlé d'une justice malade 8 ans après qu'il soit au pouvoir, gouvernant sous projet 100 jours, Tchilé Gelou et consorts.
Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit que de stigmatiser les uns contre les autres, moi je remets en cause toute notre classe politique et toute la société. Parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous les méritons. Chaque population mérite les autorités ou les gouvernants qu'elle a. D'où la nécessité de faire une introspection pour proposer des solutions qu'il faut pour relever notre pays et pas dire que non, ceux-là sont des bêtes, sont des incapables et d'autres le sont. Parce que si d'autres étaient capables, on n'en serait pas à la guerre aujourd'hui. La guerre se serait terminée, on aurait proposé des solutions qu'il faut parce que, comme le disait Cicéron, armaqué dans toga, et donc le pouvoir militaire doit toujours être subordonné au pouvoir politique, c'est ça. Donc le politique donne l'ordre, donne des orientations, donne des priorités et l'armée met fin à la guerre. Le politique donne les moyens et l'armée se déploie, met fin à la guerre. Est-ce qu'on est parvenu à ça? C'est la raison pour laquelle moi je pense que déstigmatiser les uns contre les autres, moi je remets en cause toute notre façon d'être, toute notre façon de concevoir la gouvernance publique pour apporter des solutions qu'il faut. Et pas dire que les uns sont bons, les autres sont mauvais. Parce que, d'ailleurs, les opposants, s'ils sont là, parce qu'ils étaient aussi ensemble, ils ont dit, nous ne répondons pas à l'invitation de Ndayishimiye si on ne remet pas le passeport de Sesanga. C'est pourquoi les services ont restitué ce passeport-là. Ils ont fait comme nos pères de l'indépendance l'avaient fait à la veille de leur déplacement pour Bruxelles. Mais là, ce n'est pas le débat. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour relever le défi de la gouvernance, de la sécurité et remettre ce pays sur les rails du développement? C'est ça la grande question. Si nous ne nous remettons pas en cause... Qui se discute là-bas à Bujumbura? Non, moi je vais au-delà des Bujumbura. Là, les opposants vont parler. Il n'y a pas seulement les opposants. Il y a les alliés, il y a les alliés de l'Union sacrée. Là, autant que... Il est allié de... Non, lui Église alliée de l'Union sacrée. Mais il a pris position, non? Il le dit clairement. C'est le pasteur qui tout le temps dit Fachi Béton. C'est-à-dire il y a l'église qui soutient les changements et il y a une autre, il y a l'église catholique qui a clairement dit, pas question, qui a parlé de manque d'opportunités pour réviser ou changer la constitution. Ça, c'est la position de l'église catholique. Par contre, l'église des réveils et Jiba en tête sont d'accord en tout et pour tout, comme il l'était sous Joseph Kabila. Rappelez-vous de la marche échouée des églises des réveils Kimbanguis qui devrait avoir lieu en 2016 du rond-point Willery jusqu'au stade des Martyrs. La marche avait échoué, Dieu les avait chassés avec une violente pluie. Ils n'ont fait qu'une petite procession de la clôture du stade des Martyrs jusqu'à l'entrée du stade, d'ailleurs qui n'était qu'à un quart des adhérents. C'est ce que Ejiba a aussi reçu comme réponse récemment avec, quand il appelait la population à la marche. Non, rappelez-vous, vous l'avez vu avec combien de gens autour de lui? Même les membres ou les adhérents de son église n'étaient pas là. C'est pour dire que aussi longtemps que nous allons mal diagnostiquer le problème qui assaille notre pays, notre société, on apportera des mauvaises solutions qui va nous remettre ou nous ramener à ce cycle infernal des dialogues, d'insécurité, de guerre, ainsi de suite. C'est ça le problème. Si on ne sait pas voir loin, si l'on ne sait pas soi-même se remettre en cause, pointant seulement les autres qui ont tort, les autres qui ne savent pas mieux entrevoir les choses, on ne va pas avancer. C'est ça un peu ma façon de voir les choses. J'évoquais la précipitation avec laquelle l'opposition s'est rendue à Bujumbura. Alors, on sait que les revendications de l'opposition, c'est stopper la loi référendaire. Est-ce que à Bujumbura, ils vont obtenir gain de cause des opposants? Ça, je ne le sais pas, mais j'ai parlé hier avec une interview avec Mike Mukeba qui m'a dit que l'opposition avait des lignes rouges. La première chose, ils disent que pas question de révision ou changement de la Constitution. Surtout qu'aussi longtemps que le pays sera en guerre. Deuxième chose. Deuxième chose, pas question d'un autre mandat pour Félix Tshisekedi. Donc le président actuel qui est à son deuxième et dernier mandat constitutionnel ne doit pas manœuvrer pour obtenir un nouveau mandat avec une autre constitution.
Ça, c'est parmi leurs lignes rouges. Et puis, troisièmement, selon Mike Mukibai, ils vont demander à ce que du président de l'Union africaine, ils obtiennent une déclaration publique. Ça m'a fait rigoler qu'un président de la République dise que moi, je prends l'engagement. Bon, je crois qu'il répondra comme Joseph Kabila quand on lui avait posé la question, est-ce que tu seras candidat aux prochaines élections? Joseph Kabila avait répondu en son temps, les gens ne l'avaient pas cru, que la Constitution a déjà tranché. Donc la réponse est dans la Constitution. La Constitution dit 1 et puis 2, et le deuxième, c'est le dernier mandat. C'est inutile de lui poser la question. Si on pose la question, à moins qu'il ait cette idée d'aller jusqu'au bout avec le changement de la Constitution. Mais s'agissant de l'actuelle Constitution, il n'y a même pas matière à réfléchir ou à poser une question. Mais pour votre question de la précipitation, je ne sais pas. Je n'ai pas posé cette question-là aux opposants. Ils se sont empressés, ils se sont précipités. Pourquoi? Mais je sais que quand un président d'un autre pays vous lance une invitation 2, 3, 4 jours dans une semaine, vous répondez à l'invitation. C'est ça même la courtoisie diplomatique. Pas coûte que coûte. Même si vous avez d'autres ils avaient quelle autre préoccupation? La manifestation, oui. Non, la marche n'avait pas de date fatidique. Ce n'est pas une première fois que l'opposition rapporte ou reporte une manifestation politique. Mais j'ai vu juste Joseph Makila les critiquer par rapport à ce réunion. Joseph Makila a critiqué, pourquoi? Parce qu'il voulait que l'OC64 refuse et conditionne la participation de Joseph Kabila ou de l'un de ses représentants. Ça, c'était à huis clos. Donc, en sourdine, ils n'ont pas, ou le FCC n'a pas obtenu ça, d'où le courroux de Joseph Makila. Mais moi, je disais à une personne hier soir que toutes les oppositions, telles qu'ils sont là même, Fayoulou, Sessanga, Matata, Moïse Katumbi, tous n'ont pas le même agenda. Tous n'ont pas le même agenda. Attendons que s'arrête la guerre, que la CENI publie le calendrier électoral, vous allez voir comment ils vont se rentrer dedans. Nous connaissons notre classe. Sinon, avant de donner la parole à Gandhi, Walter, vous parlez d'une ligne rouge de l'opposition. Mais c'est leur ligne rouge. Leur ligne rouge, oui. Vous avez évoqué, vous avez eu au téléphone Mike Mukibai. Mike Mukibai et puis Moussa Kayembe de l'ECD. Maître Clément Moussa. Alors, cette ligne rouge, ils y vont. Ils vont avec ça là-bas à Ils disent aux médiateurs ou au président de l'Union africaine, oui, nous voulons parler avec le président de la République Félix Tshisekedi, je paraphrase leurs mots, nous voulons qu'on se batte pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et nous voulons aller aux élections qui soient équitables. Pas question des changements ou des modifications de la Constitution. Pas question qui offrirait, voilà, un autre mandat ou un mandat supplémentaire. Mais c'est pas une démarche vouée à l'échec lorsque par exemple, on sait déjà la position et la loi est déjà là. Non, la loi, cette loi ne définit pas tout ou ne donne pas un sein blanc. Elle n'a pas, même si le président arrivait à la promulguer, c'est aussi question des rapports de force sur terrain. Tout le monde sait que dans une situation où nous avons une partie du territoire sous état de siège, étant donné que nous sommes régis par la Constitution du 18 février 2006, on ne peut pas aller au référendum, on ne peut pas organiser les élections dans cette partie du territoire. Alors donc, il ne faut pas qu'il y ait des anges qui viennent nous expliquer ça. C'est clair, à moins que l'on continue avec une fourberie politique qui va nous ramener à des cycles de violence et d'instabilité politique. C'est ça. Merci Walter. Gandhi Bokabo. Oui. La finalité de ces consultations à Bujumbura, parce que là on voit une ligne rouge, la finalité c'est le dialogue, non? Oui. Ils doivent se mettre sur une table, avoir un compromis. Mais de l'autre côté, les chefs d'État avaient soulevé quelque chose qu'on puisse lui dire si le dialogue que l'opposition demande va mettre fin à la guerre. Est-ce que... La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que l'opposition d'aujourd'hui peut mettre fin à la guerre alors qu'on connaît les mobiles de cette guerre? Le Rwanda vit grâce aux minéraux congolais. Un certain nombre de multinationales, surtout américaines ou européennes, vivaient jusque-là par rapport à l'Est, par rapport à cette évasion rwandaise. Vous croyez que ce soit cette opposition-là qui mettra fin à la guerre?
Ce qu'ils recherchent, eux, c'est une table ronde où ils vont avoir leur part au niveau du gouvernement, des institutions nationales. Mais on doit aussi essayer cette fois-ci. Essayer quoi? On a tout essayé. L'opposition et les églises, parce qu'on a tout essayé, comme vous voulez dire, Washington, Doha, Angola. Essayons de cette démarche, peut-être que ça va réussir. Non. Il ne représente le dialogue, pourquoi faire? Pourquoi le peuple ne peut pas le mettre autour de la table au travers du référendum? Pourquoi on ne met pas le peuple autour de la table à travers le référendum? Qu'est-ce qu'ils ont peur? Que le peuple reprenne son pouvoir, confisqué depuis 2006. C'est ça, ils ont peur. Il n'y aura plus de députés provinciaux, il y aura plus de... On a 27 gouvernements, on a 27 assemblées. On n'arrive pas à payer ces députés-là par moment, surtout les provinciaux. Pourquoi continuer avec ça? Est-ce que ces jeunes-là connaissent le Conseil économique et social? Très peu connaissent, même nous. Conseil économique, ça sert à quoi? À dépenser l'argent de l'État pour rien. Le Sénat, quel est son pouvoir? Quelle est sa force? Quel est son apport dans la vie politique et économique de notre pays? Nul. Mais le problème, il y en a même qui mettent en avant. Je ne sais pas s'ils réfléchissent. Pourtant, il y a des éminences grises qui ont fait des très bonnes études, certains à la Sorbonne, d'autres je ne sais pas où. Certains d'entre eux, notamment Sessanga, il avait dit quoi? S'il arrive au pouvoir, s'il était passé président de la République, la première des choses, il allait refonder l'État. Comment est-ce qu'il allait refonder l'État sans changer de constitution? Je pose cette question. Les jeunes peuvent leur poser cette question. Fayoulou, il disait quoi? S'il devient président de la République au bout de 2 ans, il réorganiserait les élections. À partir de quel élément de la Constitution? Mais ils prennent des gens pour des imbéciles. Moi, en tout cas, je ne suis pas face à eux. Mais aujourd'hui, ils évoquent l'opportunité. Quelle opportunité? Les chefs APC, pourquoi seulement aujourd'hui? C'est ça. Pourquoi seulement aujourd'hui? Oui. La Chine a changé sa constitution au moins 4 fois. Les gens ne sont pas morts. Et la Chine a changé la constitution 4 fois pour des raisons économiques. Dites-moi, pour ceux qui défendent pour ceux qui défendent la constitution d'aujourd'hui, donnez-moi les éléments de développement dans cette constitution. Donnez-moi les éléments qui pensent au peuple. Alors que si on change les constitutions demain, moi je vous dis, on supprime le Sénat, le Conseil économique et social, on supprime les députés provinciaux, les gouvernements provinciaux, on supprime tout ça, on aura des économies. Ces économies pourront permettre à ce qu'on paye mieux les militaires, on rémunère mieux les policiers, on rémunère mieux les fonctionnaires, qu'on puisse construire les chemins de fer qu'on n'a jamais construit, même pas 1 kilomètre de chemin de fer depuis Stanley. Ça pose un problème. Tout cet argent est dilapidé pour se partager le butin entre hommes politiques. Ils ont peur, si on change de constitution, qu'ils perdent la possibilité d'accéder au pouvoir et aux avoirs de l'État. Moi, je dis c'est ça. On doit supprimer un certain nombre d'institutions. On doit changer de régime. Aujourd'hui, s'il y a un problème dans ce pays, le nom de qui est évoqué? Est-ce qu'on évoque le Premier ministre ou la Première ministre? On évoque son nom, on dit président de la République, c'est ici, c'est là. On évoque le président de la République en lui donnant la responsabilité. Pourquoi ne pas conformer la Constitution par rapport à ce que nous, en tant que peuple, nous attendons d'un chef de l'État, du président de la République et des ministres? Demain, on peut réduire aussi au niveau de l'Assemblée nationale 500 députés, dont la moitié viennent pour dormir, d'autres, au lieu d'être dans l'enceinte de l'Assemblée, ils sont chez leur maîtresse. On réduit au moins de moitié. À vous entendre parler, Gandhi, j'ai l'impression que... Une révolution. Une révolution. Non, une façon de... Vous tenez à ce que, donc, cette position du changement sans avoir l'avis des autres, donc l'avis des opposants. Non, ils donnent leur avis, mais nous donnons notre avis sur le plan économique. Non, l'implication du développement de l'économie pour le peuple. J'ajouterai un petit truc grave que c'est les gens qui ont mis en place cette constitution ont oublié. Non seulement qu'ils ont effacé la loi Bakajika, mais en plus, quand ils définissent notre territoire maritime, je l'ai évoqué ici, je crois, plus d'une fois, on évoque le plateau continental, on évoque la mer territoriale qui est de 12 km, on oublie de mentionner dans notre constitution 3 lettres, ZEE, zone économique exclusive, qui est plus au niveau distance, c'est plus que la mer territoriale. Ça fait 370 km. Là, on peut développer
la pêche, tout ce qui est halieutique au niveau de la mer. On peut développer ou exploiter le pétrole offshore. Comme les Congolais, ils exploitent leur pétrole à 80 km. On a 370 km. On s'est battu pour exploiter le pétrole sur le plan territorial. On n'a pas eu gain de cause. On aurait pu, dans cette zone-là économique, exploiter du pétrole, rajouter le rendement à notre budget et de quoi faire vivre nos populations. S'ils étaient incapables de pouvoir le faire, qu'ils nous laissent le temps et les possibilités de rajouter la zone économique exclue comme étant une partie de notre territoire. Pour terminer, pour ne pas trop garder la parole, un pays, quand on dit la République démocratique du Congo, moi j'ai appris non seulement son gigantisme et sa superficie, mais avec cette constitution, tu peux démarrer de la première ligne à la dernière, il n'y a pas la superficie du pays. Pourquoi cela? C'est une question que je pose. C'est pas pour que on puisse laisser le pouvoir, l'occasion à des États limitrophes comme l'Ouganda, le Rwanda, de pouvoir récupérer un certain nombre de territoires, comme ils l'ont fait déjà à travers des accords de l'Émirat. Donc ça pose un problème. Cette constitution doit être complètement changée. Donc on dit, vous êtes ceux-là qui disent tout changer, on a encore. Non, j'ajoute pas encore. Ce qui se passe là, non, par rapport à une certaine logique, j'ai avancé les arguments. Les opposants à Bujumbura pour essayer de les consulter là. C'est pas dans le col, puisqu'ils sont consultés. Parce que vous dites doit être changé. Mais on doit. La vie des autres ne vous concerne pas. Mais seront consultés à travers le référendum. Ils diront oui ou non. C'est ça une consultation, non? C'est pas un autre mot. J'ai avancé des arguments économiques qui ne se trouvent pas dans notre constitution actuelle. Le peuple n'est pas là dans la constitution. Mais il faut un débat pour ça. Le débat, on fait le débat, non, avec Walter, avec voilà. Opposants, qu'ils viennent s'opposer. Il y a aussi une autre question de la crédibilité, l'impartialité. On s'interroge autour du président burundais. Pour revenir, je voudrais un peu réfixer par rapport à ce que M. Gandhi vient de dire tout à l'heure là. S'agissant de la ZEE, moi, il ne suffit pas de la mettre dans la Constitution pour que vous puissiez aussitôt commencer à exploiter. Je lui rappelle qu'il y a une société qui exploite le pétrole à Mwanda, Perenco. Ah, mais c'est pas là. Voilà. C'est pas là. Nous avons l'Angola qui pompe le pétrole au large de Cabinda, c'est la même nappe que la RDC. Là, c'est le plateau continental. Oui. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'aller forer aussi là-bas? C'est pas la Constitution. S'agissant du côté Graben-Albertine, où nous avons eu un peu de difficultés, mais c'est du fait de notre faiblesse. C'est pas parce que la Constitution l'a empêché. Parce que l'Ouganda est en train de mener des forages dans le lac Albert, rive ougandaise. La communauté internationale n'est pas tombée sur l'Ouganda. Si nous, les gens, nous avons eu peur du fait des déclarations des ONG environnementales, c'est parce que nous sommes faibles. Didier Boudimbouré avait publié une carte. Il y avait plusieurs blocs à l'équateur, même ici dans la ville-province de Kinshasa et le Grand Bandundu, qui reprenaient même, ça avait fait grand bruit, on disait, il y avait une partie du groupement Kingakati. Oui. Quand tout le monde a entendu Kingakati, les gens ont cru que sous la maison de Kabila, il y avait du pétrole. Non, c'est le groupement Kingakati qui est frontalier du groupement Mikondo. L'actuel quartier Mikondo, c'est un groupement qui est frontalier du groupement Kingakati qui va jusque vers Mongata. Donc, il y a aussi le pétrole là. Est-ce que c'est la Constitution qui nous empêche de l'exploiter? Je ne pense pas. Deuxième élément, il a parlé de la suppression du Sénat, des assemblées provinciales. Mais récemment, le président, quand on lui a posé la question sur la réduction du train de vie des institutions, de la réduction de son train de vie, la publication de ses revenus, quelle était sa réponse? Il avait dit même si on réduisait, cet argent-là ne va pas suffire à payer les fonctionnaires. C'est le président qui l'a dit. Ce n'est pas la Constitution. Il a sa façon de faire le calcul, moi j'ai ma façon de faire le calcul. Voilà, mais maintenant vous condamnez les institutions existantes. C'est pourquoi moi je dis nos gestionnaires doivent mettre d'abord l'intérêt général en primeur au-delà de leurs intérêts. Aujourd'hui, les institutions politiques engloutissent 70% du budget national. Pourquoi? Multiplication des missions de services, explosion des membres au niveau des cabinets politiques. Ouais. Quand Joseph Kabila quitte le pouvoir,
le personnel de la présidence de la République, c'est 428 personnes. Aujourd'hui, on en est, quand Vital Kamerhe est quitté, on en est à 1200. C'est aussi la Constitution. Je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que c'est un problème de priorité. Je lui répète ce que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, disait. Quand l'argent arrive, qu'est-ce qu'on dit? On se partage, on crée plusieurs agences à la présidence pour rémunérer les gens, payer les gens, remercier les gens, et pas aux projets pro-pauvres, comme le projet lié à l'agriculture et même à l'enseignement, au développement. Donc, le vrai problème, ce n'est pas la Constitution. Je suis vraiment convaincu. Je prends les mots d'éminents professeurs, membres de l'Union sacrée, qui, il y a une année, Mbata, Joly, ont insisté sur le fait que ce n'était pas cette Constitution. Ils ont même dit que nous avions la meilleure Constitution du monde, Mbata et Joly, qui aujourd'hui, subitement change. Donc c'est un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de texte. Troisième élément, enfin, avant de revenir sur... non, je viens de l'aborder, changement de la Constitution. C'est un problème de consensus. Oui, bien sûr, la majorité a, du fait d'avoir reçu mandat de la population, de passer à une modification ou à un changement de la Constitution, mais que cela respecte les textes. C'est ça aussi la logique des choses. Mais est-ce qu'on va le faire dans ce contexte de guerre? C'est ça la question. J'ai posé un autre problème. On dit on ne peut pas organiser plusieurs élections coûte beaucoup d'argent. Mais si on va à l'élection référendaire aujourd'hui, mais on risque de dépenser en 3 ans plusieurs milliards de dollars. Pourquoi? Il faudra enrôler les gens, payer les kits électoraux, la cartographie, les personnels temporaires de la CENI. Tout cela, ça ne fera pas moins d'1 milliard de dollars. Vous organisez le référendum, on attend 2-3 ans encore, on reprend encore le même processus, on déploie de l'argent pour enrôler les nouveaux majeurs, enrôler tout le monde, et puis déployer, acheter les kits électoraux. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Je ne sais pas, pour faire du raccordement frauduleux. Voyez l'état des rails que le président a inauguré pour la 3e fois aéroport jusque dans la capitale. Ça ne demande pas 1 milliard pour réhabiliter cette voie ferrée. Mais l'acteur politique congolais aujourd'hui, pour garder ses avantages, est prêt à dépenser 1 milliard de dollars pour l'élection référendaire et pas pour refaire le rail du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Est-ce que ce sont celles-là nos priorités? Celle-là notre priorité. Nous devons programmer quelles sont actuellement les priorités du pays pour faire avancer le... Aujourd'hui, je suis convaincu que ce n'est pas le référendum ou le changement de la Constitution. Aujourd'hui, l'impérieuse nécessité est celle de mettre un terme à cette guerre d'agression et puis aller aux élections. Pour tous les restes, rappelez-vous, nous sommes sur l'avenue du fleuve. Nous sommes janvier 2019. Je disais que maintenant, votre émission animée à l'époque par Serge Kabongo, maintenant que nous avons, je l'ai dit, maintenant que nous avons ceux qui contestaient la révision ou la modification de la Constitution, l'UDPS, l'UNC et leurs alliés, et d'autre part, ceux qui voulaient le changement de la Constitution, Joseph Kabila, le PPRD, le FCC Bochab et leurs alliés, ils sont ensemble. Entendez-vous, produisez quelque chose de meilleur pour que nous ayons désormais un pays stabilisé. La plupart disaient que ce n'était pas opportun, ce n'était pas nécessaire, on avait des bonnes lois. On approche la fin du 2e et dernier mandat. Ceux qui, en 2016, disaient pas question de réviser la Constitution, reviennent à dire aujourd'hui qu'il faut réviser la Constitution. Les contextes ont changé. Ceux qui voulaient réviser en 2016 reviennent à dire qu'il ne faut pas changer. Les contextes ont changé. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème d'homme et pas de texte. Alors sinon, malgré les priorités, tout ce que vous venez d'évoquer là, en démocratie, c'est la loi de la majorité qui... C'est la loi de la majorité, mais la majorité, même en France, même aux États-Unis, n'est pas là pour écraser la minorité. Parce que quand vous avez écrasé la minorité, il y a des frustrations. Dans les pays comme les nôtres, même partout ailleurs, les frustrations engendrent ce que ça engendre. Voilà. Alors l'impartialité, la crédibilité du président burundais, celui qui tient... Non, lui est là comme, je ne dis pas caution morale, il a invité comme président de l'Union africaine. Rappelez-vous, à un moment, c'était une initiative africaine.
qui a déjà désigné les médiateurs, qui est Edem Kodjo. D'ailleurs, Donald Trump avait récemment dit au mois d'avril que, d'ailleurs, c'est au mois de juin, je crois, à Londres, que toutes ces initiatives désormais doivent évoluer ensemble. Doha, Washington et puis la médiation de l'Union africaine. Ce que maintenant les opposants ajoutent, tel que Mike Moukeba me le disait hier, il propose que le tandem SCC-SENCO soit incorporé au sein de la médiation de l'Union africaine qui est coordonnée par le président togolais, secondé par Olusegun Obasanjo, l'ancienne présidente de la transition de la République centrafricaine, Madame Catherine Samba Panza. Pourquoi? Je lui ai posé la question, pourquoi il a dit tous ces gens-là ne vivent pas en République démocratique du Congo. Ils connaissent la donne et l'élément politique congolais mieux que la coordination ou la médiation de l'Union africaine. À cela, moi, je crois qu'il faudrait maintenant ajouter, parce que si on dit que les CCCNCO sont tendance opposant, ça me dérange qu'on ajoute Ejiba Pia qui est tendance Union sacrée, ou les Kimbanguistes, Dodo Kamba ou tant d'autres. Le plus important est que nous avons besoin de la paix, que de dépenser autant d'argent pour la guerre. Nous avons besoin d'argent pour construire les écoles. J'ai parlé du rail ici. Le président roulait sur du sable et pas sur du rail. Donc vous croyez à ce que ces genres d'initiatives pourront tant soit peu apaiser la partie est de l'RDC, en une phrase? Ce n'est pas un dialogue qui va mettre un terme à la guerre. Monsieur Gandhi l'a très bien dit. Cette guerre, moi je l'ai toujours dit, ne se terminera que le jour où nous, République démocratique du Congo, on va sur le plan militaire battre le Rwanda. Aussi longtemps qu'on va obtenir une reddition ou une cessation des hostilités du fait des dialogues ou du fait des négociations, rien ne marchera. Rappelez-vous la Première Guerre mondiale. L'Allemagne n'avait pas sérieusement été battue. Elle est revenue pour refaire la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand elle a été totalement démantelée que l'Allemagne aujourd'hui ne peut pas lever la tête pour refaire la guerre. Et depuis, l'Europe est devenue un continent de paix. C'est ça aujourd'hui, nous Congolais, nous devons nous réorganiser. J'ai souvent insisté sur la nécessité de ne pas nous stigmatiser les uns et les autres. Malheureusement, la gourmandise politique, le trop envie du pouvoir fait que l'égoïsme a envahi nos acteurs politiques qui n'arrivent pas à mettre au premier plan la République. D'abord, ce sont leurs intérêts, le reste, ça vient après. Voilà. Et on termine avec vous, Gandhi Bokabo. Quelles sont vos attentes, hein, malgré que vous ne croyez même pas à ça? Non, je crois à la dernière phrase de Walter. Vous ne croyez pas assez que c'est pas ça, Bujumbura. La dernière phrase de Walter. Si on avait des hommes politiques intelligents, je pense qu'on ne serait pas dans des fioritures, dans des comportements contraires au patriotisme. Sa dernière phrase, c'est une belle phrase. Je ne crois pas au dialogue. C'est pas possible. Le dialogue ne mettra jamais fin à la guerre. Bien que j'invite tous les téléspectateurs, même Walter aussi, de lire un Chinois qui a écrit plus de 4 siècles, Sun Tzu, l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est pas simplement avoir une armée triomphée sur le front. L'art de la guerre, il y a une autre façon, plusieurs façons de gagner la guerre sans faire la guerre. Je pense que cette stratégie, nous avons un président, c'est pas que je lui jette des fleurs comme ça, hein, c'est un grand stratège. Il sait comment, à travers la parole, le stylo. Hein? C'est quoi son nom? Sun Tzu. Non, je l'ai déjà lu. Sun Tzu, l'art de la guerre. Oui. Quand tu lis ça, pas seulement par rapport aux affrontements, aux conflits qu'on peut avoir, comme on a... Non, même en politique, même en négociation. Je pense que c'est important. On a un président de la République, je pense qu'il l'a lu. Il est conseillé dans sa façon d'être et de faire les choses. Il y a une fusion des sangs puisqu'on est en train de nous attaquer. Si ça ne dépendait que de lui, on aurait triomphé cette guerre-là sans qu'il y ait fusion des sangs. Mais vu le jeu au niveau des relations internationales, surtout les enjeux actuels au niveau des relations internationales, cette guerre va se terminer d'une manière ou d'une autre. Si on a la chance, d'ici la rentrée de septembre, il y aura une autre configuration à l'Est. Puisqu'il y a tellement des enjeux énormes qu'on ne peut pas laisser indéfiniment Kagame
imposer sa loi. Il va jusqu'à remettre en cause la puissance des États-Unis qui veut en fait gérer le monde à sa guise, etc. Donc cette parole ou ces dernières paroles, c'est une forme de testament qu'il fait, puisque d'une manière ou d'une autre, il sent qu'il va quitter le pouvoir, il sent que les exactions là, on mettra fin à ces exactions, on va réoccuper nos territoires. Automatiquement, il sait qu'il y aura des conséquences économiques et financières pour son pays. Donc, il veut s'allier son peuple en disant si à un moment donné, ils sont où ils seront en difficulté, c'est à cause des Américains, etc. Mais à cause de leur déportation au Congo. Voilà ce que je peux dire. La guerre finira cette année et on va réoccuper notre... Ah, bien sûr, les gens qui s'inquiètent en disant on organise... il ne faut pas organiser les changements de conditions, les élections. Là, je suis d'accord. À ce moment-là, pas d'élection, cet argent va vers le développement. Voilà. Voilà. Merci, j'ai écrit dans un article publié en fin de semaine dernière ceci. La grandeur d'un homme d'État se mesure à son service et non à la durée de son règne. Les patriotes servent le Congo et les opportunistes se servent du Congo. Il ne faudra pas que nous nous retrouvions dans cette situation où les patriotes se servent, ou non, les politiciens se servent au lieu que les patriotes servent le Congo. Donc c'est très important que tous ceux qui prétendent gérer ou venir gérer notre pays se mettent dans la tête qu'ils sont, où ils doivent être au service de la nation ou de la patrie. Voilà. Merci pour ce message, Walter Pouille. Merci à vous. Merci, Gandhi Bokabo.